Bonjour à tous, merci d'être là, d'être si ponctuels. Je propose que nous commencions. Est-ce que vous m'entendez toujours? Si vous pouvez m'entendre, mettez-moi un mot dans la conversation à droite. Oui. OK, super, merci. Le sujet de ce dernier webinaire porte sur 6 étapes fondamentales. Elles ne sont pas indispensables, mais elles sont fondamentales lorsque vous rédigez une thèse. Mais auparavant, j'aimerais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, mais je le fais cette fois très brièvement parce que la plupart me connaissent. Je suis Marthe Boudelin. J'ai fait des études de philosophie à Strasbourg et à Berlin. Et il y a 20 ans maintenant, j'ai présenté une thèse en esthétique, en philosophie de l'art. Mon sujet, c'était la violence de l'art moderne, ou Adorno, une esthétique de la non-violence, en sous-titre. Je travaille comme formatrice et j'aide les doctorants à rédiger leurs thèses et leurs articles en français, en anglais et en allemand. J'habite en Allemagne. Je suis de nationalité et de langue paternelle française, langue maternelle espagnole, langue de ma mère serbe. Voilà pour ce qui me concerne très brièvement. Commençons par vous. Je vais de nouveau faire un sondage. Ça y est, je me suis trompée de bouton. Concernant votre plus grande difficulté concernant la rédaction, alors c'était une question à choix multiple. 33% ne savent pas par où commencer, 50% n'arrivent pas à faire un plan, 17% réécrivent leurs phrases plusieurs fois, avancent très lentement, 33% ont fait un copier-coller de plusieurs pages et n'arrivent pas à les structurer. C'est normal, je vais en parler. 17% ne savent pas comment intégrer la littérature dans leur texte. 17% aussi sont déçus par ce qu'ils écrivent et 17% sont des champions de la procrastination. 33% ont leur matériel dispersé un peu partout et n'ont pas de vision globale de ce dont ils disposent. Et 17% encore autres. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Ça me donne une idée plus claire de ce sur quoi je dois insister. Alors, les 6 étapes fondamentales lorsque vous rédigez une thèse. Je pars du principe que vous avez fini vos recherches et vous allez maintenant aborder la rédaction de votre thèse. La toute première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai des problèmes de PowerPoint. Hop là, ouais. Quand vous construisez une maison, vous ne commencez pas par décorer les murs, ni par mettre des fleurs au balcon. Vous ne commencez même pas par faire un plan, vous commencez par vous poser quelques questions de base. Et si vous ne vous les posez pas, votre architecte vous les posera. La première question que vous aurez à vous poser, c'est quel est votre budget? Ensuite, quel est votre objectif avec cette maison? Est-ce que vous allez l'habiter? Est-ce que vous allez la louer? Est-ce que vous allez la vendre? Est-ce que vous allez l'habiter et la louer? C'est-à-dire à qui s'adresse votre maison? Qui va l'habiter? Est-ce qu'elle s'adresse à vous? Vous et votre famille nucléaire? Ou bien est-ce que vous allez aussi y héberger vos vieux parents et vos vieux beaux-parents? Ou bien est-ce que vous allez habiter une partie de la maison et louer une autre partie de la maison en attendant que vos enfants soient grands, fondent leur famille de manière à ce qu'ils aient aussi la possibilité d'habiter avec vous? Ce sont 3 questions cruciales. Il y en a d'autres évidemment, mais avant de faire un plan, il va falloir que vous pensiez, que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire et alors, en fonction de vos réponses, votre architecte pourra vous faire des propositions de plan. Il en va de même lorsque vous préparez une thèse. La toute première chose à faire lorsque vous voulez rédiger votre thèse, c'est de penser votre projet. Ne commencez pas par écrire, ne commencez pas par faire un plan, commencez par vous demander, comme pour la maison, quel est votre objectif?
À qui s'adresse votre thèse? Alors, certains d'entre vous travaillent à l'interface de plusieurs disciplines, donc vous allez probablement vous adresser, pas probablement, sûrement vous adresser à des experts de plusieurs disciplines. Comment est-ce que vous allez construire votre texte? Est-ce que vous voulez vous adresser uniquement aux 3 ou 5 membres de votre jury, ou bien est-ce que vous voulez vous adresser à d'autres doctorants, peut-être même à des étudiants? Qu'est-ce que vous allez laisser de côté? Sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer? Il y a toute une série de questions qui vous trottent dans la tête, qui vous empêchent de penser. Donc, notez ces questions par écrit et répondez-y par écrit. Et vous allez voir que tout de suite, votre concept va commencer à prendre forme. Mais tant que vous vous promenez avec toutes ces idées sans jamais prendre le temps d'y répondre et de réfléchir, vous allez être bloqué pour pouvoir vraiment commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc, toute première étape, faites une liste de questions, toutes les questions qui vous passent par la tête et aussi toutes les émotions. Peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent en colère ou qui vous font peur ou dont vous êtes particulièrement fier, que vous voulez mettre en avant, d'autres que vous aimeriez plutôt cacher ou rapetisser parce que ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, il y a tout un élément, tout un panel d'émotions aussi qui peuvent vous empêcher de penser et qui méritent que vous vous y attardiez. Donc, commencez par faire la liste de tout ce qui vous habite et répondez aux questions que vous vous posez. Ça vous permettra déjà de voir ce que vous ne voulez pas traiter dans votre travail et ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Vous vous aidez toujours énormément avant de faire un projet, quel qu'il soit, de lecture ou de rédaction, d'écarter d'emblée tout ce que vous ne voulez pas traiter. Parce que ce faisant, vous allez avoir beaucoup moins de matériel à traiter et une meilleure vision globale. Une fois que vous avez une idée un peu plus claire de ce que vous voulez faire, ne commencez pas tout de suite à faire un plan, mais rédigez d'abord ou racontez un résumé de votre projet. Alors, quand je dis ça, de manière théorique, les gens me disent « Mais comment voulez-vous que je raconte, que je fasse un résumé de quelque chose qui n'existe pas ?» Alors, je vais vous raconter une expérience que j'ai souvent, mais la plus rigolote, c'était à Leipzig il y a 5-6 ans. Une doctorante est venue à ma formation et m'a dit d'emblée que ça faisait 2 mois qu'elle travaillait sur son plan, elle n'arrivait pas. Elle avait du mal à structurer ses idées, elle ne savait pas comment s'y prendre, elle commençait à désespérer. Et c'était d'autant plus étonnant qu'elle avait beaucoup de facilité à parler de son projet. Alors je lui ai proposé de prendre une demi-heure, de nous asseoir toutes les deux entre 4 yeux. Et je lui ai demandé de me raconter son projet et je lui ai dit, je vais prendre des notes sur ce que vous me dites et après je vous restituerai ce que j'ai compris. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se met à me raconter son projet, je prends des notes. Au bout de 10 minutes, elle m'a raconté l'essentiel. Je lui dis, je vais vous lire ce que j'ai noté et vous me direz ce que vous en pensez ou plutôt vous me corrigerez si j'ai mal compris quelque chose. Donc, je lui dis exactement comme elle me l'a dit et comme je l'ai écrit, vous partez du problème un tel, vous vous posez une grande question et cette grande question sera décomposée en 4 sous-questions, chacune un chapitre, si je comprends bien. Alors, chapitre numéro 1, vous allez poser telle question pour répondre à cette première question, vous allez faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ensuite, dans le chapitre numéro 2, si j'ai bien compris, vous allez poser cette question et pour y répondre, vous allez, etc., etc. Quand j'ai fini, elle me regardait avec des yeux comme ça et elle me dit « Mais d'où est-ce que vous savez tout ça? C'est exactement ce que je veux faire. » Je lui dis « Mais moi, je ne sais rien, je n'ai fait que écrire ce que vous m'avez dit. » Le problème, c'est que très souvent, vous avez du mal à faire votre plan parce que la manière dont on nous apprend à faire des plans à l'école ou au lycée et à la fac sont des plans verticaux, grand 1, grand A1, 1, 1, 2, etc. Et un plan comme ça, vertical, quelque chose de très sec et quelque chose de mort, quelque chose de très sec, de très rigide, qui ne parle pas beaucoup. Alors que votre pensée et votre histoire, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose d'organique. Donc,
vos idées sont structurées d'une manière plus ou moins logique, mais elles sont déjà structurées dans votre esprit. Mais évidemment, tant que vous ne les racontez pas, vous n'allez pas vous rendre compte de combien elles sont déjà structurées. Et en les racontant, ou en les résumant, en les écrivant, une histoire va découler, va sortir de votre bouche ou de votre plume, et vous pourrez ensuite, si besoin, rectifier l'ordre ou bien ajouter ce qui manque ou supprimer ce qui est redondant. Mais enfin, vous aurez une trame à partir de laquelle vous pourrez faire votre plan. Donc, avant de faire votre plan, écrivez ou racontez et enregistrez-vous le résumé de ce que vous avez l'intention de faire. Et vous allez voir qu'il sera alors beaucoup plus facile pour vous de faire votre plan. Ensuite, quand vous faites votre plan, ne commencez pas tout de suite par le plan hiérarchique comme vous voulez le présenter à votre directeur avec grand 1, grand 2, grand 3, petit à petit, etc. Commencez d'abord par noter toutes les grandes idées. Uniquement les grandes idées. Et n'essayez pas de mettre de l'ordre. Notez simplement les grandes idées. Et puis ensuite, notez les idées secondaires. De nouveau, en vrac, simplement en vous demandant à quelle idée principale chaque idée secondaire appartient. Ne numérotez rien. Si vous avez des idées tertiaires, faites la même chose pour les idées tertiaires. Notez-les en vrac dans la partie où vous pensez qu'elles... Ce n'est pas du français, là c'est de l'allemand. Sous l'idée secondaire à laquelle elles appartiennent. Et une fois que vous avez toutes vos idées à peu près groupées, alors réfléchissez à l'ordre dans lequel vous allez les présenter. Ce sera l'idée grand 1, grand 2, grand 3, et dans l'idée grand 1, ce sera grand A, grand B, grand C, ou grand 1, grand 1, 2, grand 1, 3, etc. D'accord? Mais ne commencez pas tout de suite par vouloir faire quelque chose de déjà hiérarchisé et structuré parce que c'est trop tôt. Et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent parce qu'ils commencent tout de suite avec le grand 1 sans savoir si ce sera vraiment la toute première idée. Souvent, le grand 1 est quelque chose qui apparaît à la fin et ce qui est à la fin apparaît plutôt au début. C'est normal. D'accord? Donc, prenez du temps pour faire votre plan, mais faites un plan. J'ai rencontré encore l'autre jour, il y a 2 semaines, à une soirée, un doctorant qui n'avait pas fait de plan. Ça partait dans tous les sens. Il avait écrit 220 pages qui ont été refusées par sa directrice. Et je lui ai demandé, mais le plan, elle l'a validé, ton plan? Il m'a dit, ah non, mais moi j'écris sans plan. Oui, c'est une manière de procéder. Ça peut vous coûter très cher. Ça peut vous coûter très cher en temps, en énergie, en stress, et le résultat peut être très, très, très chaotique. Moi, je vous conseille de faire un plan, même si votre plan n'est pas gravé dans le marbre. Très probablement, une fois que vous aurez rédigé votre plan, vous allez commencer à rédiger, et au fur et à mesure de la rédaction, il se peut que vous vous rendiez compte que certains éléments manquent, ou bien que certains éléments ne sont pas à leur place, auquel cas vous allez remodifier votre plan, mais c'est tout à fait normal, mais ne vous embarquez pas dans la rédaction d'un texte aussi challenging, aussi complexe à rédiger qu'une thèse, sans faire de plan au préalable. Je ne le conseille pas. C'est vraiment s'aventurer dans des grands chemins. Donc, faites votre plan et faites-le valider par vos encadrants. Là aussi, ne commencez pas à rédiger sans qu'ils aient validé parce que c'est de la responsabilité de regarder ce que vous faites, en principe. Si vos encadrants ne sont pas disponibles pour vous aider dans la validation de votre plan, demandez de l'aide à des collègues, demandez de l'aide même à des amis, mais demandez conseil, demandez l'avis d'une personne, au moins une personne extérieure sur votre plan, parce que ce serait dommage de vous aventurer dans la rédaction en suivant un plan qui ne tient pas la route. Une fois qu'on a validé votre plan, alors ne commencez pas tout de suite à rédiger. Commencez par préparer le contenu de vos chapitres. Commencez par vérifier que tout ce dont vous avez besoin existe vraiment.
et se trouve sous la main et pas dans le grenier de grand-mère à 5000 km. J'ai rencontré il y a quelques années, c'était dans une université parisienne, la formation Rédiger votre thèse, qui s'adresse à des gens en 3e année et plus, donc qui commencent à rédiger. Un jeune, je crois que c'était de la biologie, je ne me souviens plus quelle discipline de biologie, mais enfin c'était de la biologie. Il était donc en 3e année, il voulait déposer sa thèse avant la fin de l'année. Nous en étions au printemps. Nous avons commencé à faire des exercices pour préparer la rédaction de la thèse. Et tout à coup, il s'est levé, blanc comme un linge. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. Et il me dit, je viens de découvrir que des expériences de base que j'aurais dû faire en première année n'ont jamais été faites. Je ne peux pas rester, je dois aller voir mon directeur. Il est parti, il n'est pas revenu et je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il n'a pas soutenu cette année-là ou qu'il n'a pas déposé cette année-là. Bon, ça c'est l'expérience la plus douloureuse, on va dire, que j'ai rencontrée, mais je vois très souvent des gens qui, au moment de rédiger, se rendent compte que les notes qu'ils avaient prises en première année, même en 2e année, même il y a 6 mois, ne sont pas exploitables. Et là, je m'adresse particulièrement aux gens en première et 2e année. Les notes qu'ils ont prises ne sont pas exploitables parce qu'ils se sont contentés de noter des mots-clés. Parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Le problème avec les mots-clés, c'est que sur le moment, quand vous les écrivez, ils sont très clairs à comprendre, ils sont signifiants, significatifs, mais hors contexte, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous ne saurez plus ce qu'il voulait dire. Un mot-clé ne veut rien dire. Prenez le temps, lorsque vous prenez des notes, d'écrire des phrases, pas de recopier des phrases, d'écrire vos propres phrases avec les mots-clés, mais dites ce qui se passe avec ce mot-clé, d'accord ? Même si vous avez l'impression sur le moment que c'est tellement clair que vous n'oublierez jamais, si vous allez oublier, malheureusement, parce que en thèse, vous allez voir, vous allez faire, vous allez entendre, vous allez lire tellement de choses que vous ne pouvez pas tout retenir. C'est normal. Raison pour laquelle il faut prendre des notes proprement. Plus que proprement, des notes que vous pourrez comprendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, je rencontre nombre de doctorants qui, au moment de rédiger, se rendent compte que les notes qu'ils avaient prises il y a longtemps ne sont pas exploitables, ou bien qu'ils se rendent compte que du matériel qu'ils croyaient avoir manque ou n'existe pas, ou bien que les entretiens qu'ils avaient enregistrés ne sont pas exploitables parce que au bout de 3 ans, ils décident enfin d'écouter ce qu'ils ont enregistré et ils ne comprennent rien parce que le son est trop mauvais, ou bien ils ne voient plus du tout de qui il s'agissait ou autre. Encore une fois, exploitez votre matériel sur le champ. N'attendez pas 2 ans, 3 ans pour écouter vos interviews et commencer à les évaluer, vos entretiens. Donc, avant de commencer à rédiger, vérifiez que tout le contenu que vous pensiez avoir existe vraiment et qu'il est exploitable. Il est plus facile de remodifier votre plan, de modifier votre plan, de modifier votre problématique, de modifier votre objectif pour les adapter à ce que vous avez véritablement, que de réécrire un texte parce qu'au bout de la 75e page écrite, tout à coup vous vous rendez compte que la super expérience que vous annonciez depuis 75 pages n'existe plus parce que vous n'avez pas pris de notes ou parce que vous avez perdu vos notes. Alors, si vous découvrez que du matériel manque, vous avez 2 options. Ou bien vous adaptez votre plan à ce que vous avez vraiment, ou bien vous lancez une nouvelle recherche. Et là, je voudrais vous mettre en garde parce que
Lancer une nouvelle recherche, quand on veut commencer à rédiger, peut être périlleux. Je vais vous raconter une anecdote, la plus terrible que j'ai jamais vue. Mais auparavant, si vous voulez lancer une nouvelle recherche, donnez-vous un objectif clair pour cette nouvelle recherche. Donnez-vous un deadline. Jusqu'à quand est-ce que vous allez faire cette recherche? Qu'est-ce que vous voulez avoir trouvé? Vérifiez que vous avez toutes les ressources financières incluses, pour mener une nouvelle recherche, et vérifiez aussi que vos directeurs vous suivent. Parce que tous les directeurs ne sont pas prêts à signer une dérogation pour une nouvelle inscription en thèse. Je vais vous raconter une histoire très douloureuse que j'ai vécue. Tout ce que je raconte est vrai, je vais juste changer un peu le prénom et le pays parce que je ne veux pas qu'on la reconnaisse ou qu'elle se reconnaisse. C'était une personne, on va l'appeler Gertrude, en thèse d'histoire. Nous travaillions ensemble. Ça joue peut-être un rôle. En tout cas, elle ne m'a pas payé. Elle n'avait pas d'argent. Donc, on avait décidé d'un échange. Elle m'aidait sur un projet que j'avais, sur lequel elle était compétente, et moi, je l'aidais pour sa thèse. Une fois par semaine, nous nous rencontrions et nous nous sommes entraidés mutuellement, avec beaucoup de succès. Elle avait un plan formidable, elle avait un travail où elle avait découvert des sources que visiblement personne n'avait vues auparavant, qui permettaient d'éclairer sous un nouveau jour le comportement d'un personnage historique. Bon. Son projet était très bien monté, son plan était formidable, son professeur, son directeur l'avait félicité pour son plan, donc tout s'annonçait sous les meilleurs auspices. Et un jour, elle me dit, je viens de voir un livre qui vient de sortir sur mon sujet, il faut que je le lise. Je lui ai dit, non, ne lis pas, écris, tu peux le lire à côté pendant ton temps libre, mais maintenant écris. Non, il faut que… Bon, d'accord. Elle a lu ce livre. En lisant ce livre, elle a découvert des sources que, soi-disant, elle ne connaissait pas, donc elle s'est mise à exploiter ces sources, à rechercher, à lire d'autres livres. Tant et si bien qu'elle a décidé un jour de chambouler son plan. Moi, je m'arrachais les cheveux parce que, entre-temps, j'avais fini mon projet, mais je m'étais engagée à l'accompagner. On ne s'était pas donné de deadline. Ça, c'était une grande erreur. Au bout de 8 mois, elle m'a dit, finalement, je reprends mon plan initial. Je n'ai rien vraiment trouvé d'important. Finalement, c'était une erreur. J'ai perdu mon temps. OK. Donc, au bout de 8 mois, retour à la case zéro, elle reprend son plan, elle se prépare à rédiger. Et là, son mari lui annonce qu'il la quitte. Il y a des enfants, il y a un grand bel appartement, il y a une grosse voiture, enfin, il y a plein de frais qui étaient assumés par ce monsieur. Évidemment, le stress émotionnel, le stress matériel, tout ça faisait que la thèse n'était plus du tout une priorité, loin de là. Pendant 1 an et demi, elle a fait tout autre chose que travailler sur cette thèse. On s'était liés d'amitié, donc je la voyais et puis j'essayais de l'épauler comme je pouvais, mais enfin, je ne parlais plus de la thèse. Pour moi, c'était une affaire enterrée. Et au bout d'1 an et demi, miraculeusement, elle a trouvé le moyen de se remettre à sa thèse. En 4 mois, elle avait rédigé cette thèse. Une fois qu'elle l'a, et c'était brillant, elle a vraiment fait un magnifique travail. Une fois qu'elle l'a terminée, elle était tellement épuisée, la pauvre, elle a été hospitalisée, elle a été très malade. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle vivote, elle n'a pas le travail qu'elle mériterait d'avoir au vu de la qualité intellectuelle, de la qualité de son travail et puis de son intelligence. Et si je résume, si je caricature, je dis tout ça pour un livre qu'elle a découvert plus ou moins par hasard. Si elle avait tout de suite, alors c'est très facile a posteriori de dire si, mais si elle avait résisté à la tentation de lire ce livre et si elle avait tout de suite commencé à rédiger, elle aurait fini sa thèse dans les 4 mois après, 4 mois avant les 8 mois où elle avait décidé
de tout chambouler. Et puis, même si son mari avait décidé de la quitter, elle aurait été dans une autre position pour affronter cet événement. Donc, tout ça pour vous dire que si vous décidez de lancer une nouvelle recherche au moment où vous êtes en train de rédiger tout ça parce que vous vous rendez compte que du matériel manque ou des choses n'ont pas été entreprises, pensez bien que ça peut avoir des conséquences assez graves sur votre travail. Encore une fois, assurez-vous d'avoir... Non, d'abord, donnez-vous un objectif très clair. Vous lancez une nouvelle recherche. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Quand voulez-vous l'avoir trouvé? Donnez-vous un délai, donnez-vous une date butoir. Assurez-vous d'avoir toutes les ressources nécessaires, financières d'abord, de santé aussi, d'énergie aussi, parce que vous êtes peut-être fatigué, ça fait un moment que vous êtes sur votre thèse, et assurez-vous que vos directeurs vous suivent, parce que ce serait dommage qu'on vous dise, ben non, on ne vous réinscrit pas, tant pis, ça arrive aussi. D'accord? Donc, avant de rédiger, assurez-vous que vous avez tout le matériel dont vous avez besoin, et puis ensuite, vous pouvez ranger votre matériel dans l'ordre dans lequel vous allez en avoir besoin, de manière à pouvoir rédiger en ayant tout sous la main. Parce que rien n'est plus fastidieux quand vous commencez à rédiger de tout le temps devoir chercher votre matériel parce qu'il est dispersé un peu partout. Dans le meilleur des cas, uniquement dans l'ordinateur, dans le pire des cas, un peu partout dans la maison ou bien dans les différentes maisons de la famille. Une fois que vous avez préparé votre contenu, alors vous pouvez commencer à rédiger. Lorsque vous rédigez, commencez toujours par la partie la plus facile. Ce n'est pas forcément la première partie, mais la première partie est rarement la plus facile. Pourquoi commencer par la partie la plus facile? Parce que vous avez moins tendance à la procrastination. C'est facile donc. Vous y allez, vous progressez rapidement, donc vous êtes motivé à continuer. Alors que si vous décidez de commencer par la partie la plus difficile, les chances, ou les risques plutôt, sont grands que vous vous mettiez à remettre au lendemain parce que c'est tellement difficile. Et même si vous vous y attaquez, vous allez buter, vous allez vous bloquer, vous allez vous désespérer, vous allez commencer à vous remettre en question, vous allez commencer à vous demander est-ce que je suis trop bête, est-ce que je suis pas capable, enfin, je vous passe tout le panel d'autocritique dont l'être humain est capable. Donc, commencez toujours par la partie la plus facile, même si ça n'est pas la première. L'esprit, le cerveau, l'esprit, ne pense pas toujours de façon linéaire du début jusqu'à la fin à un texte aussi long et complexe qu'une thèse. Oui. Donc, si vous avez tendance à papillonner, vous avez aujourd'hui envie d'écrire sur la partie numéro 1 et puis le jour suivant, vous avez envie de travailler sur la partie numéro 30, il n'y a pas de problème, c'est assez normal. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Donc, écrivez vos différentes parties et ensuite, vous allez travailler aux transitions de manière à ce que l'ensemble soit un texte cohérent. Si vous faites partie des gens qui ont la chance de pouvoir écrire de façon linéaire du début jusqu'à la fin, tant mieux, faites-le. Mais si tout à coup vous bloquez, ne vous obligez pas à continuer, faites un petit saut, choisissez une partie plus simple à rédiger et puis revenez ensuite, si vous en avez envie, à la partie que vous aviez laissée en plan. Facilitez-vous la vie. Et puis, écrivez un premier jet sans document. Je vois beaucoup de gens qui commencent par rassembler tous leurs documents. Certains font un copier-coller. J'ai rencontré souvent des doctorants qui me disent « j'ai fait un copier-coller avant de rédiger. J'ai 300 pages. Ça fait 2 mois que j'essaie de structurer mon copier-coller. Je n'y arrive pas. » C'est normal. C'est normal parce que votre copier-coller, ce sont des fragments de texte arrachés à leur contexte. Donc, il est impossible de structurer. À ces gens-là, je dis, OK, maintenant, prenez une feuille blanche, un stylo et écrivez vos idées. La réaction est toujours, je peux pas. Si, allez-y, allez-y. Et ils ont tellement restructuré leur copier-coller qu'ils ont fini par mémoriser toute l'information, ou beaucoup en tout cas, et donc ils sont tout à fait capables d'écrire. Ceci dit, je ne vous conseille pas de commencer par faire un copier-coller parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir rédiger un texte. Un copier-coller, c'est un patchwork, ça n'est pas un puzzle. Les puzzles s'emboîtent les uns les autres. Le patchwork, vous pouvez le coudre, mais on voit très bien ce qui appartient à
à d'autres contextes. Donc, oubliez le copier-coller et commencez par rédiger un premier jet sans vos documents. Utilisez les informations que vous avez en tête. Vous avez déjà beaucoup d'informations en tête. Ça fait des années que vous travaillez sur votre sujet. Et dans le deuxième temps, vous allez pouvoir améliorer votre texte et ajouter tous les documents. Alors, pourquoi ce beau gâteau de Forêt-Noire, qui est la région où j'habite? C'est un hommage à la Forêt-Noire. Très souvent, quand en formation, les gens écrivent leur premier jet, ils sont déçus, ils me disent « Ah, mais ce n'est pas du tout ce que j'aurais aimé avoir, mon texte n'est pas parfait. » Mais évidemment qu'il n'est pas parfait puisque c'est un premier jet. Rédiger un texte a beaucoup de similitudes avec la pâtisserie. Lorsque vous faites un gâteau, pour arriver à ce gâteau, il n'a pas suffi de casser 2 œufs, d'accord? Il a d'abord fallu que j'aille faire des courses, que je rassemble du matériel, des œufs, de la farine, du sucre, etc. Il a fallu que je casse les œufs, que je sépare les blancs des jaunes, que je batte les blancs en neige, que je mélange les jaunes avec le chocolat que j'avais fait fondre auparavant et le sucre. Ensuite, j'ai mélangé différents ingrédients dans un certain ordre pour arriver à une pâte. Une pâte qui n'est pas présentable. Ce n'est pas ça que je vais donner à manger à mes invités. Cette pâte, je vais la mettre dans le moule, je vais le mettre dans le four, et quand ma pâte est prête, alors je vais décorer avec de la crème, des copeaux de chocolat, et tout à fait à la fin, je vais mettre les cerises sur le gâteau. On a parlé de construire une maison tout à l'heure. La même chose. D'abord, je vais monter mes murs. Ensuite, je vais probablement mettre mes fenêtres, mes portes, etc. Ensuite, je vais peindre mes murs, mes fenêtres, etc. Et seulement après, je vais décorer ma pièce. Je ne commence pas par décorer des pièces qui ne sont pas encore montées. Donc, quand on rédige un texte, c'est la même chose. Et là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas contents de ce qu'ils écrivent. Un bon texte est le produit de plusieurs phases d'amélioration, plusieurs phases de perfectionnement. Oubliez, si vous avez l'ambition d'écrire un texte parfait d'emblée, ça ne marche pas. Pas plus que mon gâteau ne sera prêt d'emblée parce que j'aurai cassé 2 œufs. D'accord? Un bon texte résulte d'un processus d'amélioration, d'un processus de construction. Donc, ne commencez pas tout de suite par écrire des belles phrases, commencez par écrire vos idées. C'est-à-dire, encore une fois, écrivez un premier jet sans vos documents et ensuite, vous allez vous servir de vos documents pour intégrer les citations, les références, etc. pour étayer vos arguments. Et ensuite, une fois que votre texte sera construit, alors et alors seulement, améliorez le style, c'est-à-dire mettez de la crème, des cerises, etc. Mais ne vous intéressez pas au style tout de suite lorsque vous êtes en train d'écrire votre premier, deuxième, troisième jet. Ça ne vaut pas la peine, c'est du temps perdu parce que beaucoup des phrases que vous allez améliorer et réaméliorer vont disparaître. Toutes vos phrases ne sont pas nécessaires. Certaines ne véhiculent aucune information finalement, d'autres contredisent même le reste. Donc, améliorer le style avant d'avoir construit votre texte, c'est comme peindre les murs avant d'avoir construit la maison, ou c'est comme mettre la cerise sur le gâteau avant de l'avoir enfourné. Voilà pour ce qui concerne les 6 étapes. J'espère ne pas en avoir oublié. Les 6 étapes indispensables, je les considère indispensables pour la rédaction d'un texte. Renata, merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. J'espère qu'il fait chez vous aussi beau que chez moi. Moi, je vais aller me promener et peut-être à une prochaine fois, j'espère en tout cas. Et peut-être que nous nous reverrons lors de la formation. En tout cas, au revoir et bon week-end.